Chers amis de l'économie, bonjour. Périscope, c'est chaque jour des idées, des convictions. C'est l'économie qui vous concerne au quotidien. Je veux vous parler aujourd'hui du low cost. Alors après avoir beaucoup critiqué les offres low cost, il semble que les consommateurs français s'y sont mis dans le domaine des assurances, de la banque, bien sûr du transport aérien, mais c'est historique, du transport ferroviaire avec Ouigo. On parlera aussi des marques de distributeurs. Les marques de distributeurs, ce sont les marques sans marque que vous trouvez dans les rayons de vos hypermarchés qui sont une réplique du hard discount. Ces biens et services répondent en réalité à une demande des consommateurs, une demande de simplicité. Le low cost, c'est donc l'économie sans chichi. Vous pouvez réagir, vous m'appelez au 4 26 26, vous envoyez vos messages SMS au 4 26 26, vous votez également avec le hashtag Périscope sur Twitter, @PascalPéry. Et aujourd'hui, je vous pose une question extrêmement directe. Je vous demande si dans votre vie de consommateur, vous avez régulièrement recours à l'achat low cost ou hard discount. C'est assez partagé, une toute petite majorité me dit oui, mais il y a encore des consommateurs qui sont hostiles. J'accueille avec grand plaisir Jean-Paul Tréguer, qui est le patron de l'agence BIG, c'est une agence de publicité. Vous êtes un des pionniers du low cost dans votre métier, qui était plutôt un métier de high coster, les factures flambaient. Vous avez cherché à baisser les prix. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage, La révolution du low cost. C'est pas le seul, mais c'est le dernier, La révolution du low cost. Les ressorts d'un succès, c'est paru chez Duno. Alors, vous êtes vous-même, Jean-Paul Tréguer, puisqu'il y a une actualité autour de Ryanair, un low coster qui paye ses impôts en France, qui paye ses cotisations sociales, vous respectez les droits des salariés, vous démontrez d'une certaine façon qu'on peut faire du low cost sans être un renégat. Absolument, et d'ailleurs je crois que l'immense majorité des consommateurs le savent. Au fond, il y a un forban depuis très longtemps, Michael O'Leary, qui régulièrement fait parler de lui. Il s'était un peu calmé, il se réveille, parce qu'effectivement il est titillé fortement aujourd'hui par ses syndicats, mais globalement... Pour de bonnes raisons. Pour d'excellentes raisons. Pour d'excellentes raisons. Est-ce que vous approuvez, vous, le modèle de Ryanair qui contraignait les pilotes à s'installer sur l'île de Man avec des contrats d'auto-entrepreneurs pour éviter la fiscalité, les cotisations sociales, qui ne payent pas les heures d'attente de ces PNC, les hôtesses et stewards, enfin, qui s'est comporté comme un cochon économique? Oui, absolument. Non, bien sûr. Moi, je fais partie des gens qui dénoncent ça depuis toujours. J'explique dans le bouquin et dans de multiples occasions de conférences et autres, effectivement, qu'il ne faut pas résumer le low cost au comportement de Ryanair. Bon, en même temps, Ryanair s'est établi, a permis à des tas de gens de voyager, a démocratisé l'aérien, a piqué les fesses de tout le monde. Et je pense que tout à l'heure, François Baqueta d'EasyJet en parlera mieux que moi. Mais effectivement, ça a été... voilà, la démocratisation a permis à des tas de gens de enfin voyager et continuer de le faire. Alors on va quand même poser une réserve, puisque depuis de nombreuses années maintenant, la compagnie Ryanair se joue du droit européen pour baisser ses coûts au maximum. Est-ce qu'elle est allée trop loin? Je vous propose de regarder cette enquête très rapide de Marine Brossard et d'Alexandre Gaudin. Et puis on revient ensuite pour en parler avec mon invité Jean-Paul Tréguer. Devenir steward, c'était son rêve. Mais après quelques mois passés chez Ryanair en Belgique, Sarkis Simon-Jean a vite déchanté. Je suis comme une esclave avec une cravate en fait. En gros, j'ai travaillé 200 heures le mois de août pour toucher 813,87 cents. Concrètement, on n'est payé que les heures de vol. Toute la préparation de cabine, les retards, on n'est pas payé. Donc tout ça, Ryanair nous fait travailler gratuitement. Chez Ryanair, de nombreuses dépenses reviennent aux salariés, comme la formation ou encore l'uniforme. Au total, 7 000 € à ses propres frais. Pour avoir dénoncé ses conditions de travail, ce steward un peu trop bavard a été licencié sans ménagement alors qu'il était syndiqué. Même les pilotes souffrent des méthodes Ryanair. Jusqu'ici auto-entrepreneurs, ils commencent enfin à obtenir le statut de salarié, mais ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Car dans cette compagnie low cost, rien ne se fait comme ailleurs. Aujourd'hui, Ryanair leur donne des contrats de travail, mais des contrats de travail irlandais. Alors qu'ils travaillent peut-être en Allemagne, en Italie, en Espagne, et ils veulent simplement
qui vont avoir les mêmes droits sociaux que les salariés qui travaillent dans ces pays-là, avec des contrats de travail locaux, donc des charges sociales locales, des droits à la retraite locales. Le système Ryanair développé par ce fantasque patron Michael O'Leary pourra-t-il durer? Il est désormais dans le collimateur de la Commission européenne. Respecter la loi, ça ne se négocie pas. Et ça ne se reporte pas. Dans ce secteur de plus en plus concurrentiel et qui connaît une pénurie de pilotes, Ryanair sera contrainte de faire évoluer les conditions de travail de son personnel. Alors, comment fonctionne ce modèle Ryanair? Est-ce que ça nous dit quelque chose d'ailleurs du low cost? Je vous propose de regarder cette petite animation, cette infographie qui explique les choses. Ryanair, c'est 15% de croissance par an. C'est la confiance de la bourse, ou c'était jusqu'à présent la confiance de la bourse qui permettait de lever du capital. Avec ce capital, l'entreprise achetait des avions neufs, moins consommateurs, plus faciles à exploiter et ouvrait de nouvelles lignes. Donc c'était une sorte de cercle vertueux. Il faut ajouter, Jean-Paul Tréguer, que dans les revenus de Ryanair, qui sont des revenus importants aujourd'hui, c'est une entreprise qui a un succès financier incontestable. Alors est-ce que ça durera, je ne sais pas. Mais il y a aussi les revenus ancillaires. Oui, voilà, les revenus, ce que les Anglais appellent ancillary revenus, les revenus subordonnés. C'est aussi les subventions payées par les chambres de commerce, par les territoires, mais qui peuvent y gagner en même temps, transporter des touristes d'Europe du Nord avec un peu de pouvoir d'achat qui viennent le dépenser en Europe du Sud où il y a du soleil. C'est un modèle qui marche. Mais là, j'ai l'impression, je voudrais votre avis, j'ai l'impression que le modèle est un peu grippé. J'ai l'impression que pareil, enfin je ne crois pas qu'il soit grippé globalement, je crois qu'il est grippé chez lui. Parce qu'il en fait trop, quoi. C'est-à-dire que, à nouveau, le fait de faire payer systématiquement les bagages, d'après ce que j'ai pu lire, il envisage même maintenant de dire absolument plus aucun bagage en soute, en cabine. En cabine, donc, on ferait payer la petite sacoche qu'on amène dans l'avion. Donc trop c'est trop, quoi. Je crois que je pense que l'excès, le côté vraiment focalisé sur le gain est en train de devenir le gain comptable abominable. Et je crois que là, il est en train. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on résume le low cost. Non, c'est pas. J'y viens. C'est vraiment. Jean-Paul Tréguer, j'y viens. Le low cost, c'était d'ailleurs un rapport qui avait été commandé par Luc Châtel à l'époque où il était. C'est un peu ancien maintenant, ça a une dizaine d'années, mais les principes sont toujours les mêmes. Levier pour le pouvoir d'achat. En fait, on s'aperçoit sur le marché que les consommateurs n'ont pas besoin de froufrou. Pas tous, ça dépend. Il y a ceux qui se jettent sur le dernier Apple, le dernier iPhone. Je lisais ce matin que LG sort un nouveau mobile qui s'appelle le V40 quelque chose, et dans lequel il y a 5 appareil photo, le nouveau smartphone de LG, 5 appareils photo. Il y a des tas de gens qui disent, attendez-moi un téléphone, c'est fait pour téléphoner, j'ai pas besoin de tout ça. Mais il y en a plein aussi qui vont dire, ça m'intéresse d'avoir le dernier appareil technologique. Finalement, on laisse le choix aux consommateurs. Et les consommateurs ne sont pas tous intéressés à avoir des produits sophistiqués. Ils veulent des produits qui leur apportent une fonction ou des services qui leur apportent une fonction et pas forcément les fioritures. Alors, on avait un SMS là, ou un tweet à l'antenne, il y a une toute petite seconde qui nous disait « J'ai honte pour les conditions de travail qui sont imposées dans les entreprises low cost ». C'est Lenny Marciano. On va essayer de le convaincre qu'il y a des low-costers français qui payent leurs impôts, qui traitent correctement leurs salariés, qui considèrent d'ailleurs que la main-d'œuvre est un des éléments du succès du low cost. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas simplement que le transport aérien. On voit le transport ferroviaire avec Ouigo, qui est un immense succès. Et statut de cheminot. Et pas simple dans une entreprise comme la SNCF où le moindre prétexte crée une grève. Eh bien, au contraire, là, les cheminots volontaires sont venus et ont créé ce succès, ont même inspiré un certain nombre de transformations, comme par exemple aller nettoyer, réparer les TGV la nuit, ça ne se faisait pas. Eh bien, c'est Ouigo qui a apporté ça et qui a permis effectivement à ce moment-là de faire circuler plus d'utiliser plus le matériel parce que il y a des équipes volontaires qui ont fait le ferroviaire, parce qu'on a finalement ça couvre aujourd'hui beaucoup de secteurs, les assurances, les banques.
On parlait tout à l'heure du hard discount. Le hard discount, c'est une espèce de cousin germain. Les marques de distributeurs dans la grande distribution, quand vous allez chez Leclerc, Intermarché, Carrefour, Système U, Cora et tous les autres, vous avez un linéaire extrêmement large de marques de distributeurs. Ce sont des produits qui sont, au fond, la recette du produit, sans le marketing, sans le chichi. C'est pour ça que je dis, low cost, c'est un peu l'offre sans chichi qui répond à une demande simple des consommateurs. Moi, je crois que, il y a une phrase qui avait été prononcée par un homme remarquable, M. Gérardon de Vera, qui disait « Le low cost restitue du pouvoir d'achat pour créer du vouloir d'achat. C'est-à-dire, je peux prendre effectivement un vol qui va pas me coûter cher, et quand je vais arriver à Barcelone, eh bien, je vais aller dans un restaurant typique, sympa, où je vais prendre un boutique hôtel, etc. Encore une fois, le low cost permet à des gens qui économiquement n'ont pas les moyens d'avoir accès à tel ou tel produit ou service, de pouvoir y avoir accès, et ça, je trouve que c'est absolument fondamental, c'est la fonction de démocratisation du low cost. Et puis après, il y a le low cost qui permet aussi aux consommateurs de faire des arbitrages. J'ai pas besoin de payer beaucoup pour ça parce que je considère que c'est bien maîtrisé et que effectivement une Dacia c'est une voiture qui est parfaitement construite, qui est solide, résistante et qui va me permettre d'aller d'un point A à un point B en payant beaucoup moins cher que si je prends une Mercedes ou que sais-je, et donc d'économiser de l'argent parce que mon investissement psychologique personnel fait que j'estime ne pas avoir besoin d'autre chose que d'un produit simple. En fait, c'est des représentations de valeur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos vies de consommateurs, les centres d'intérêt se déplacent. La valeur perçue par le consommateur se déplace. On a, en France, il faut le dire, parfois des situations de monopole avec des stratégies de surfacturation. D'ailleurs, quand je disais tout à l'heure qu'on a mis parfois du superflu dans l'offre, ça a été surtout un levier pour augmenter les prix et pour déposséder les consommateurs. Donc, au fond, dans ces conditions-là, le low cost, c'est une espèce d'aiguillon. Le low cost, c'est un aiguillon. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le mimétisme tarifaire. C'est-à-dire l'arrivée d'un low coster sur n'importe quel marché va immédiatement, dans les semaines qui précèdent, faire baisser les prix des différents concurrents et va effectivement, au fond, bénéficier aux consommateurs. Je crois que le cas le plus extraordinaire, ça a été le lancement de Free. Lorsque Free s'est lancé dans la téléphonie mobile, rappelez-vous, ça a été une révolution. Il y a eu une couverture médiatique absolument phénoménale parce que quand Xavier Niel a lancé le produit, eh bien, il est venu avec une offre qui était 4, 5, 6 fois moins chère que Orange, SFR, Bouygues. Ça a évidemment déstabilisé le marché, mais ça a permis à des tas de consommateurs de faire baisser de façon spectaculaire leur note téléphonique. Et l'ensemble des consommateurs en ont profité parce que toutes les marques ensuite ont baissé leur prix. Tous les opérateurs ont baissé leur prix. Cédric Chietta nous dit sur Twitter, le low cost, c'est notre quotidien désormais. Tout est malheureusement fait low cost. Là encore, un peu des idées reçues. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rentrer dans le détail. On ne dégrade pas la qualité, on simplifie le produit ou le service. Expliquer que le low cost, c'est une façon de penser la production et la distribution de façon différente. C'est pas, pour résumer les choses, c'est pas une offre premium qu'on aurait déconstruite. On n'enlève pas des éléments d'une offre premium. On repense. L'exemple qu'on citait tout à l'heure, Ouigo, c'est simplement un siège dans un train pour aller de Paris à Marseille. Sécurité, fiabilité, ponctualité, point final. Ça s'arrête là. Mais comment se fait-il d'ailleurs que ça ait si mauvaise image en France? Comment se fait? C'est l'effet Ryanair, ça? Oui, je crois que Ryanair porte une responsabilité effarante dans ce pays. Je pense qu'ensuite c'est un pays qui est où tout de suite socialement on s'enflamme facilement et où il y a des syndicats qui sont sans doute plus bruyants que dans d'autres pays, pour pas dire plus actifs que dans d'autres pays. Et je pense qu'il y a une suspicion qui s'est créée. Mais encore une fois, le succès des entreprises low cost d'ailleurs ne se dément pas. Et encore une fois, les consommateurs ne sont pas stupides. S'ils achètent un produit ou un service low cost et qu'ils continuent à le faire, c'est bien qu'ils ont une grande satisfaction. Si Ikea est devenu le géant mondial qu'il est, en offrant les prix les plus bas et le fait qu'on fait travailler le consommateur, c'est lui qui porte les choses, c'est lui qui monte, qui monte les meubles, etc. On n'est pas numéro 1 mondial si on ne satisfait pas le besoin fondamental du consommateur. Donc ce qu'on est en train de dire finalement, c'est que le low cost a pu être perçu comme une consommation dégradée, mais aujourd'hui,
ça n'est plus disqualifiant. J'ai même l'impression qu'il y a un courant inverse. C'est-à-dire qu'il y a un courant aujourd'hui de grande clarté, de transparence. Hein. Le consommateur se dit, mais pendant très longtemps, on m'a pris un peu pour un gogo, hein, passez-moi l'expression. Ouais. Mais finalement, cette offre un peu simple, vous évoquiez Ikea, qui a changé d'ailleurs l'industrie du meuble en Europe. Voilà. Hein, cette offre simple, elle convient parfaitement. C'est la réponse à une demande simple, à une demande d'usage. Et donc, peut-être que c'est aussi une affaire de génération. Pensez pas à ça ? Oui, je pense, mais je pense que je repars du lancement de Free Mobile. Free Mobile, rappelez-vous, comme on dit dans la com, les éléments de langage utilisés par Xavier Niel à ce moment-là, qui parlait de pigeons, qui parlait d'escrocs, qui parlait et dans ces termes-là à propos d'Orange, SFR et Bouygues. Et le succès a été instantané. Et je pense que ça a contribué à changer aussi la vision du low cost auprès des Français. Ils ont compris que c'était bon pour eux. Alors, tiens, un petit mot d'Emmanuel Combes. Emmanuel Combes, il a travaillé sur le low cost. Il connaît bien le sujet, il est vice-président de l'autorité de la concurrence, mais là, il s'exprime probablement... Et il a écrit un très bon article dans Le Monde la semaine dernière sur, effectivement, le low cost. On renverra. Il dit, on n'est pas low cost parce qu'on baisse ses coûts, sinon Apple serait low cost, au motif que ses produits sont assemblés en Chine. Alors, là, j'en profite précisément, merci Emmanuel Combes, pour dire que low cost, ça n'est pas délocalisation. On peut produire et distribuer des offres locales. Vous en êtes la démonstration. En France, comment vous y êtes pris, vous, pour démocratiser le marché de la pub ? Dans la publicité, on a complètement changé la façon de travailler. D'abord, on est parti d'une page blanche, et il faut aussi le dire. On ne devient pas low cost, on est low cost. Du verbe naître. Voilà. Donc, on a une équipe ultra réduite, des process de travail complètement modifiés. On est énormément dans le tournage de films publicitaires. TV Low Cost, aujourd'hui, a une position très forte là-dessus. On a complètement inventé la manière de tourner. On a intégré, par exemple, on a été les premiers à utiliser un appareil de photo, le Canon 5D, pour faire les films, au lieu d'avoir ces énormes caméras de 35 mm. Attendez, Jean-Paul Tréliard, vous êtes en train de me dire que vous tournez des films publicitaires diffusés à la télévision avec un appareil photo. Bien sûr. Ça fait 14 ans qu'on le fait. On ne voit pas la différence. La qualité est absolument phénoménale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le signal que l'on obtient avec des appareils de photo vous permet de faire du cinéma et de projeter sur un grand écran. Mais simplement, grâce à ça, on a réduit fortement. On s'est mis à tourner sur Paris et pas aller tourner à l'étranger. Donc, on a créé... Accessoirement, on a facilité ainsi la production française. Mais est-ce que vous avez démocratisé... Tiens, voilà une question. C'est l'illustration par l'exemple. Est-ce que vous avez démocratisé la publicité ? On sait que la publicité à la télévision, ça coûte cher. Est-ce que vous l'avez ouvert à des gens pour qui il y avait une barrière d'accès par le prix ? Nous avons permis à ce jour à plus de 320 entreprises, puisque en 14 ans, nous avons emmené en télévision 320 entreprises qui n'avaient, pour un certain nombre d'entre elles, jamais imaginé pouvoir faire de la publicité à la télé. Sur les 320, il y en a plus de 200 qui n'avaient jamais fait de télévision. On a permis, mais aussi avec les régies télévision, on leur a expliqué qu'il y avait en télévision de très bons horaires, par exemple à 16h sur LCI, où on peut faire de la publicité et toucher du public. On n'est pas obligé d'être à 20h sur TF1 devant ce remarquable journal, ou à 20h50 après le JT, et qu'on peut communiquer à d'autres moments dans la journée, ou qu'on peut communiquer sur des périodes creuses, être extrêmement efficace. Vous avez changé finalement, vous avez repensé les règles du métier. C'est aussi pour ça que finalement le low cost c'est bon pour la concurrence. Ça a été un aiguillon, en effet. Ça a réinterrogé les modèles dominants. Il faut dire qu'en France, on a eu pendant très longtemps tendance à privilégier les monopoles, mais c'est notre histoire économique. C'est l'histoire du Conseil national de la résistance, de grandes entreprises qui étaient des champions, et puis qui se sont un peu endormies pour certaines, qui ont oublié d'innover. Et quand il y a un low cost qui arrive sur un marché, on observe, alors qu'il s'agisse de la téléphonie, mais des assurances, des banques, on s'aperçoit que finalement, le monopole ou les oligopoles, les entreprises dominantes, redeviennent un peu agiles. Ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est un grand coup dans la fourmilière, pour pas dire un coup de pied là où je pense, aux fesses, pour beaucoup d'entreprises, de managers, et qui effectivement se sont rendus compte que leurs consommateurs n'étaient pas fidèles, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du produit ou du service qu'ils apportaient. Et donc ça a permis à des tas d'organisations de se remettre en cause. Ah, effectivement, il y a de la casse. Quand un low-coster arrive sur le marché, il crée de la concurrence, il prend de la part de marché, il habitue le consommateur à
à payer moins, il habitue le consommateur à dire mais au fond tout ça j'en ai pas besoin, je vais donc rester sur l'essentiel, c'est-à-dire ce que j'appelle la fonction, sans les fioritures dont je n'ai pas forcément besoin, mais que je peux accepter de payer, mais encore une fois, si je veux les payer, ou si je peux les payer pour les gens qui sont effectivement il y a le low-cost subi et puis voilà, le low-cost subi et le low-cost choisi. Mais le low-cost choisi est très important. Rappelez-vous, quand Logan s'est lancé, eh bien encore une fois, la première concession automobile Logan, celle qui était numéro 1 des ventes, était dans le 16e arrondissement à Paris, ce qui est quand même assez intéressant. Et les gens venaient acheter une deuxième voiture ou acheter simplement cette voiture parce qu'ils disaient plutôt avoir une voiture qui fonctionne, qui est solide, etc., qu'une caisse d'occasion. Sur la concurrence, ce que vous nous dites, en fait, recevoir François Baqueta dans quelques minutes, c'est le patron d'EasyJet pour la France et pour l'Italie, pour le sud de l'Europe. Vous dites en substance que s'il n'y avait pas eu un EasyJet, effet sur la concurrence, les compagnies historiques n'auraient pas baissé leur prix. C'est évident. C'est évident. Ce qui fait, encore une fois, le succès du low-cost, c'est qu'immédiatement, il crée une adhésion auprès des consommateurs. Partout. Alors, est-ce qu'il y a des quelques domaines que ce soit. Il y a quasiment aucun contre-exemple. Si j'ai un contre-exemple, c'est quand Bic s'est dit je vais lancer un parfum. Il va être le parfum le moins cher du marché. Bic, c'est les briquets, les stylos jetables. Là, ça a été un échec retentissant parce que quand on vend du parfum, on vend du rêve, on vend une atmosphère, on vend voilà. Et là, on vend pas que du prix. Hein. Mais à part ça, franchement, même les obsèques peuvent être effectivement low-costoisables. Simplifiées. Si on demande à la famille de porter le cercueil, par exemple, si on supprime un certain nombre de choses qui ne sont pas indispensables et qui restent parfaitement dans la dignité. Hein, voilà. Néanmoins, il y a un juge de paix dans le low-cost. Il y a une récompense au consommateur, c'est le prix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, c'est d'ailleurs associé dans l'esprit du consommateur, hein, le low-cost, c'est d'abord un prix. On ne peut pas imaginer un opérateur low-cost, un acteur low-cost sur le marché qui serait plus cher que les autres. Alors, ça dépend pourquoi. Ça dépend s'il vend des produits additionnels ou des services additionnels ou rupturistes. Laissons tout ça de côté. L'offre de base. C'est clair. Il faut rentrer par le prix. C'est une demande, voilà. Et elle est très forte et elle s'exerce partout. Mais Amazon aujourd'hui, quand on regarde Amazon, regardez le service Prime, service premium d'Amazon. Encore une fois, les gens acceptent de payer, pas forcément parce que c'est moins cher, mais c'est parce que ça apporte un service qui est d'être livré en 1 heure ou quelques heures, mais etc. ça, c'est un vrai service pour le consommateur. Bah oui. Ça, c'est un vrai service. Et qui est en train, là aussi, de façonner l'ensemble de la distribution et de modifier en profondeur la vision et l'attente des consommateurs. Donc, si je m'en résume, low cost, c'est le produit de base ou le service de base simplifié. Et puis de qualité. Attention, on n'est pas en train de vendre des trucs... Voilà, parce que sinon, on ne rachète pas. Voilà. Des options que le consommateur peut ou non assembler. Donc, au fond... puisqu'on est dans une émission d'économie tournée vers la consommation, c'est le pouvoir rendu au consommateur. Exactement. C'est lui qui décide. Et il dynamise incroyablement la concurrence. Ce qui est très fort avec le low cost, c'est ce que j'appelle le wow effect. C'est-à-dire que quand une personne constate qu'un produit ou un service low cost est meilleur, en tout cas par rapport à ses attentes, que ce qu'elle payait jusque-là, elle va en parler, elle va en faire la promotion, la publicité. Et c'est ça qui a fait le succès. Et c'est ça qui a fait et qui fait le succès du low-cost aujourd'hui. Regardez les chaînes de cosmétiques, regardez les chaînes de vêtements, etc. Aujourd'hui, celles qui fonctionnent le mieux sont celles qui sont positionnées, effectivement, vraiment en low-coster. Question un peu plus macro. Regardons le marché. Est-ce que finalement, sur tous les marchés qu'on a évoqués, transport, publicité, banque, assurance, il n'y a pas une espèce de séparation assez nette des offres sur le marché? Il y aurait d'un côté, vous parliez des voitures, il y aurait d'un côté des voitures avec un fort capital technologique, une valeur perçue par le consommateur très élevée, de l'autre côté, une offre ultra simple. Au fond,
ça veut dire, et c'est important en termes de stratégie, y compris pour l'industrie française, ça veut dire qu'il faut éviter le milieu de gamme, le milieu de marché. Le milieu est terrifiant, voilà. Quand on est au milieu, on est très très mal aujourd'hui. On est pris en étau. Et on est pris en étau, et en plus avec la digitalisation qui est en train d'exploser toutes les barrières, toutes les startups qui sont en train d'arriver, qui aujourd'hui sont capables de disrupter complètement des métiers entiers, eh bien on va effectivement voir ces deux extrêmes s'écarter. Alors, Jean-Paul Traeger, la révolution du low cost, c'est paru chez Duno, les ressorts d'un succès. C'est un petit livre qu'on lit très facilement, qui est très illustré. Mais sur sa table de chevet tous les soirs. un mot peut-être pour clarifier les choses aussi. On a parfois tendance à confondre le low cost et les effets de la digitalisation. Bien sûr, il n'y aurait pas de low cost sans Internet. En tout cas, il y en aurait moins. C'est un levier pour rentrer en contact. Oui, rapide, efficace, économique. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, par exemple, avec ce qu'on appelle l'économie de la plateformisation, les Uber, les Booking. C'est quelque chose qui est à part. C'est un enfant, sûrement, je ne sais pas s'il est naturel ou pas, du low cost, mais en tout cas de ce mode de pensée, effectivement, qui s'est appuyé, parce que le succès du low cost s'est aussi énormément appuyé sur le digital, sur le web, parce que c'était... Regardez l'intermédiation. Enfin, je veux dire que encore une fois, François Baqueta d'EasyJet en parlera mieux que moi. Les low-costers ont été les premiers à dire hop, on passe plus par les agences de voyage, même si maintenant elles sont en partie revenues. Mais on va accéder directement au consommateur, on va lui faire économiser, on va économiser beaucoup de fonctions, etc. Encore une fois, le low-cost est profondément révolutionnaire. J'ai utilisé le terme de révolutionnaire. C'est la révolution par la simplicité. C'est une révolution par la simplicité. C'est une révolution qui analysent les besoins des consommateurs et qui disent, en chacun de nous, sur certains sujets, nous n'avons pas besoin de l'offre la plus riche, la plus développée, la plus sophistiquée. Encore une fois, je reprends l'exemple de cet appareil LG avec 5 appareils photo, ce mobile, ce smartphone avec 5 appareils photo. Il y a l'immense majorité des gens qui vous disent, vous êtes gentil, moi je veux un téléphone, à la rigueur pour recevoir mes mails, maintenant ça devient presque une exigence, mais j'ai pas besoin de plus que ça. Merci beaucoup Jean-Paul Traeger. Voilà la révolution du low cost chez Duno. Eh bien, on regarde comment vous avez répondu à la question que je vous posais aujourd'hui sur Twitter. Dans votre vie de consommateur, est-ce que vous avez régulièrement recours à l'achat low cost ou hard discount? Eh bien, c'est très partagé. C'est du 50-50 et c'est donc une grande première dans Periscope. Merci Jean-Paul Traeger. Dans un instant, François Baqueta, c'est le patron de l'anti-Ryanair. Pour moi en tout cas, l'anti-Ryanair en Europe, c'est EasyJet. A tout de suite dans Periscope.